L'homme de pierre par Hazel Hild. Ben Hayden avait toujours été un garçon obstiné. Dès qu'il eut entendu parler de ces statues étranges que l'on trouvait parmi les sommets les plus élevés des Adirondacks, rien ne put l'empêcher d'aller voir. J'étais depuis des années son ami intime. Nous étions en toutes circonstances aussi inséparables qu'Oreste et Pylade, si bien que lorsque Ben eut pris la ferme résolution d'y aller, je n'eus rien d'autre à faire que de courir derrière lui, comme un chien fidèle. « Jack, tu connais Henry Jackson qui habitait une hutte là-bas au-delà du Lake Placid, à cause de cette vilaine tache qu'on voyait sur la radio de ses poumons? Eh bien, il est rentré l'autre jour, presque guéri, mais avec énormément de choses à dire sur les circonstances étranges et diaboliques qu'il a connues là-haut. Il est tombé là-dessus d'un coup, et il ne peut avoir la certitude qu'il ne s'agit pas simplement d'une sculpture bizarre, mais son impression de malaise subsiste tout autant. Un jour, il était, semble-t-il, à la chasse. Il est passé devant une caverne sur le seuil de laquelle se tenait quelque chose qui ressemblait à un chien. Au moment où il s'attendait à l'entendre aboyer, il a regardé de nouveau et il a vu que cette chose n'était pas du tout vivante. C'était un chien de pierre. Une image si parfaite jusqu'au moindre poil qu'il ne put trancher la question de savoir s'il s'agissait d'une statue exécutée avec une habileté surnaturelle ou d'un animal pétrifié. Il avait presque peur de le toucher, mais après s'y être décidé, il se rendit compte qu'il était sûrement en pierre. Au bout d'un moment, il s'armait de courage et entrait dans la caverne. Là, il éprouva un choc encore plus violent. À peu de distance, il y avait une silhouette de pierre ou quelque chose qui y ressemblait, mais cette fois, il s'agissait d'un homme. Il était étendu par terre sur le côté, il était vêtu et sur son visage se peignait un étrange sourire. Et cette fois, Henry ne s'est pas attardé à le manipuler, mais il a couru tout droit au village. Il posa naturellement des questions, mais il n'en fut guère plus avancé. Il s'aperçut qu'il abordait un sujet brûlant car les gens du pays se contentaient de secouer la tête, de croiser les doigts et de marmonner des allusions à un certain Dan le Fou, ou quelque chose comme ça. Et c'en était trop pour Jackson, c'est bien qu'il rentra plusieurs semaines avant la date qu'il s'était fixée. Il me raconta tout, connaissant mon goût pour l'étrange. Et, chose assez curieuse, je pus retrouver un souvenir qui se raccordait assez nettement avec son récit. Est-ce que tu te souviens d'Arthur Wheeler, ce sculpteur tellement réaliste que les gens avaient fini par le qualifier de photographe à 3 dimensions? Je crois que tu l'as un peu connu. Eh bien, c'est un fait, il a fini par aller lui-même dans cette région des Adirondacks. Il y a passé beaucoup de temps, puis il a disparu. Jamais plus entendu parler de lui. À présent, si l'on trouve dans ces parages des statues de pierre qui ressemblent à des hommes et à des chiens, il me semble qu'elle pourrait être son œuvre, peu importe ce que les paysans disent ou refusent de dire à leur sujet. Naturellement, un garçon nerveux comme Jackson pourrait facilement se troubler et perdre la tête en face de semblables objets. Mais j'ai examiné un tas de choses avant de me décider à partir. En fait, Jack, je monte là-haut pour examiner l'ensemble de la question, et tu viens avec moi. Cela représenterait une chose énorme de découvrir Wheeler, ou l'une de ses œuvres quelconques. De toute façon, l'air de la montagne nous fera du bien. Ainsi, moins d'une semaine plus tard, après un long voyage en train et un parcours en autobus cahotant, nous arrivions à Mountain Top, vers la fin d'un après-midi de juin inondé de soleil. Le village ne comportait que quelques petites maisons, un hôtel et un magasin vendant de tout devant lequel l'autobus nous arrêta. Mais nous savions que cet établissement se révélerait probablement comme une mine de renseignements dans le genre de ceux que nous recherchions. Le groupe habituel de flâneurs désœuvrés était rassemblé autour des marches. Lorsque nous fûmes présentés comme des estivants à la recherche d'un logement, ils en eurent beaucoup à nous recommander. Nous avions prévu de ne faire aucune recherche jusqu'au lendemain, mais Ben ne put résister à la tentation de risquer quelques questions vagues et prudentes quand il remarquait la loquacité sénile de l'un des flâneurs mal vêtus. D'après son expérience antérieure, Jackson sentait qu'il aurait été inutile de commencer par des allusions aux étranges statues, mais il décida de citer Wheeler comme quelqu'un que nous aurions connu, ce qui nous donnait le droit de nous intéresser à son sort. La foule parut mal à l'aise lorsque Sam cessa de tailler un bout de bois qu'il avait à la main pour se mettre à parler. Même ce vieil homme de la montagne qui allait pieds nus se raidit en entendant prononcer le nom de Wheeler, et Ben éprouva les plus grandes difficultés à tirer de lui une réponse cohérente. Wheeler. Ah oui. Ce type passait son temps à faire sauter les rochers et à les tailler pour en faire des statues. Alors comme ça, vous le connaissiez, hein? Bien, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse vous dire, et c'est peut-être encore trop. Il a habité dans les collines, la cabane de Dan le Fou, mais pas très longtemps. Il y a un moment où il en a eu assez.
Il tournait autour de la femme de Dan et lui faisait du boniment, jusqu'au moment où le vieux diable s'en est aperçu. Du plat qu'il lui faisait, je suppose. Mais il a repris subitement le trimard et personne ne l'a plus jamais revu. Dan a dû lui parler carrément. N'est pas le genre de type à se mettre à dos, le Dan. Il vaut mieux se tenir à l'écart, les gars, car les types ne sont pas bons de ce côté-ci des collines. Dan était de plus en plus de mauvaise humeur et on ne le voyait plus par ici. Sa femme non plus. Je pense qu'il l'avait bouclé de façon que personne ne puisse lui faire de l'œil. Après quelques autres remarques, Sam reprit son travail. Ben et moi nous échangeâmes un coup d'œil. À coup sûr, il y avait là une nouvelle piste qui méritait d'être suivie activement. Nous décidâmes de descendre à l'hôtel et nous nous y installâmes aussi vite que nous le pûmes. Nous projetions de nous enfoncer dès le lendemain dans la région sauvage des collines. Nous sommes partis au lever du soleil. Nous portions chacun un sac tyrolien chargé de provisions et des outils dont nous pourrions avoir besoin. La journée que nous avions en perspective contenait presque une invite stimulante. Il y avait seulement, sous-jacent, un vague contre-courant de mauvais augure. Notre route de montagne abrupte devint rapidement raide et pleine de virages, si bien que nous n'avons pas tardé à avoir très mal aux pieds. Au bout d'environ 2 miles, nous avons quitté la route, en franchissant un mur de pierre sur notre droite près d'un grand orme et en coupant en diagonale en direction d'une pente plus rapide, d'après le plan et les directives que Jackson nous avait préparés. Le trajet à travers les bruyères était pénible, et nous savions que la caverne ne pouvait plus être très éloignée. Finalement, nous sommes tombés tout d'un coup sur l'ouverture, une crevasse noire, encombrée de broussailles, à un endroit où le sol se relevait brusquement, et à côté, près d'une mare peu profonde creusée dans le roc, une petite silhouette se tenait, rigide, comme si elle avait voulu rivaliser avec sa propre et étrange pétrification. C'était un chien, gris, ou une statue de chien. Et lorsque le cri de surprise que nous poussâmes ensemble se fut éteint, nous ne savions pas très bien ce que nous devions en penser. Jackson n'avait nullement exagéré, et nous ne pouvions croire que la main d'un sculpteur avait pu réussir à produire une chose aussi parfaite. Chaque poil de fourrure magnifique de cet animal se distinguait. Ceux du dos étaient hérissés, comme s'il avait été surpris par une chose inconnue. Ben, en se décidant enfin à effleurer la délicate fourrure de pierre, laissa échapper une exclamation. « Dieu Tout-Puissant, Jack! Il est impossible que ce soit une statue. Regarde tous ces petits détails et la façon qu'ont les poils d'être plantés. Il n'y a rien ici de la technique de Wheeler. C'est un vrai chien. Comment il a pu se retrouver dans un état pareil, Dieu seul le sait. Exactement comme de la pierre. Touche-le toi-même. Crois-tu possible qu'un gaz étrange s'échappe parfois de la caverne et donne ce résultat sur un animal vivant ? Nous aurions dû étudier de plus près les légendes locales, et si ceci est, ou a été un vrai chien, alors l'homme qui se trouve à l'intérieur doit lui aussi être réel. » C'est avec une grande solennité, authentique, et presque de la crainte, que nous nous sommes mis finalement, Ben en tête, à ramper sur les mains et les genoux pour franchir l'ouverture de la caverne. Ce passage n'atteignait même pas 1 mètre de large. Ensuite, la grotte s'étendait dans toutes les directions pour former une pièce humide, plongée dans la pénombre, dont le sol était jonché de détritus et de cailloux. Pendant un moment, nous sommes restés sans pouvoir distinguer grand-chose. Puis nous nous sommes mis debout. Nous avons écarquillé les yeux et nous avons peu à peu distingué une silhouette couchée dans une partie de la grotte encore plus obscure. Ben promenait partout sa torche électrique, mais il hésita un moment à la braquer sur cette forme étendue. Nous étions à peu près sûrs que cette chose de pierre avait autrefois été un homme, et il y avait là une certaine cause de malaise. Ben s'étant enfin décidé à braquer dans cette direction le faisceau de sa torche, nous avons vu que l'objet en question était couché sur le côté et nous tournait le dos. On voyait clairement qu'il était fait de la même matière que le chien de l'entrée, mais subsistaient sur lui les vestiges d'un vêtement de sport en gros tissu rugueux qui tombait en poussière et n'était pas pétrifié. Nous étions prêts à subir un choc. Nous sommes donc approchés avec le plus grand calme pour examiner l'objet de plus près. Ben le contourna pour examiner le visage tourné de l'autre côté, mais rien ne le préparait à ce qu'il allait voir en dirigeant sa torche sur ce visage de pierre. Le cri qu'il poussa était donc entièrement excusable. Lorsque j'eus bondi à ses côtés pour voir à mon tour, je ne pus m'empêcher d'y faire écho. Cela n'avait pourtant rien d'affreux, ni de terrifiant en soi.
C'était seulement le fait d'avoir reconnu ses traits. Sans l'ombre d'un doute, ce visage dans l'immobilité de la pierre, avec son expression à moitié effrayée, à moitié amère, avait appartenu à une vieille connaissance à nous, Arthur Wheeler. Mus par quelque instinct, nous sommes sortis de la caverne en chancelant, puis en rampant. Nous avons descendu la pente couverte de broussailles jusqu'à un endroit où l'on ne voyait plus ce sinistre chien de pierre. Nous ne savions que penser. Nos esprits brassaient des conjectures et des appréhensions. Ben, qui avait bien connu Wheeler, était particulièrement bouleversé. Il semblait rassembler des indices qui m'avaient échappé. Pendant notre hâte sur la pente verdoyante, il ne cessait de répéter « Pauvre Arthur, pauvre Arthur ». Je me rappelais ce que nous avait dit le vieux Sam Poole sur les ennuis qu'avait eu Wheeler avant sa disparition, qu'après l'avoir entendu murmurer « Dan, le fou ». Le temps d'un éclair, l'idée nous effleura que l'hôte jaloux aurait pu être responsable de la présence de Wheeler dans cette caverne, mais cette pensée s'évanouit aussi vite qu'elle avait pris naissance. Ce qui nous intriguait le plus concernait le phénomène lui-même. Nous étions complètement dépassés par cette question. Quelle émanation gazeuse, quelle vapeur issue d'une substance minérale avait pu provoquer ce changement en relativement peu de temps? La pétrification normale, nous le savions, est un processus chimique supposant le remplacement très lent de substances par d'autres. Il lui faut beaucoup de temps pour s'accomplir, et pourtant il y avait ici deux images de pierre qui avaient été des êtres vivants. Du moins, Wheeler était dans ce cas, quelques semaines auparavant seulement. Il était inutile de faire des conjectures. Il ne nous restait, cela était clair, qu'à aviser les autorités en leur laissant le soin de découvrir ce qu'elles pourraient. Mais Ben avait toujours cette arrière-pensée concernant Dan le fou. De toute façon, nous sommes retournés en nous agrippant jusqu'à la route. Une fois là, Ben ne prit pas la direction du village, mais regarda vers les hauteurs dans la direction où le vieux Sam avait dit que se trouvait la cabane de Dan. C'était la deuxième maison après le village, avait dit le vieux vagabond asthmatique. Elle se trouvait sur la gauche, loin de la route, dans un épais taillis de chêne rabougri. Avant que j'aie eu le temps de m'en apercevoir, Ben m'entraînait pour me faire remonter la route sablée, passer devant une ferme crasseuse et pénétrer dans une région de plus en plus sauvage. Il ne me vint même pas à l'idée de protester, mais j'éprouvais la sensation d'une menace qui se précisait à mesure que se raréfiaient les indices familiers de l'agriculture et la civilisation. Finalement s'ouvrit à notre gauche un sentier étroit et mal entretenu, tandis qu'apparaissait au-delà d'un bouquet d'arbres souffreteux à moitié morts le toit pointu d'un bâtiment sordide, aux murs et aux volets sans peinture. Ce devait être la cabane de Dan le fou, et je m'étonnais que Wheeler ait pu choisir un endroit aussi peu engageant pour y installer son matériel. J'appréhendais d'avoir à gravir ce sentier rebutant envahi de mauvaises herbes, et Ben, avançant d'un pas décidé, je ne pouvais pas rester en arrière. Il cognait déjà vigoureusement à la porte branlante qui sentait le moisi. Il n'obtint aucune réponse, et il y eut dans l'écho qui répondit au coup frappé par lui quelque chose qui me donna des frissons. Sans se troubler, il se mit sur le champ à faire le tour de la cabane, à la recherche d'une fenêtre non fermée. À sa troisième tentative, il en trouva une, à l'arrière de cette misérable cabane qui lui parut susceptible de s'ouvrir. Après un coup d'épaule et un saut alerte, il se trouva à l'intérieur et m'aida à entrer à sa suite. La pièce dans laquelle nous nous trouvions était pleine de blocs de granit et de calcaire, de ciseaux de sculpteurs et de modèles en terre glaise, et nous comprîmes sur le champ que c'était l'ancien atelier de Wheeler. Jusque-là, nous n'avions rencontré aucun signe de vie. Il flottait partout une odeur de poussière de très mauvais augure. Il y avait à notre gauche une porte ouverte. On accédait évidemment par là à une cuisine sur le côté de la maison, mais on remarquait une cheminée. Ben la franchit, soucieux de découvrir tout ce qui pourrait concerner le dernier domicile de son ami. Il était très en avance sur moi quand il franchit le seuil, si bien que je ne pus voir immédiatement, ce qui le fit s'arrêter net et pousser à voix basse une exclamation horrifiée. Un moment plus tard, je voyais à mon tour et je criais sans plus pouvoir m'en empêcher que dans la caverne. Car ici, dans cette cabane éloignée, des gouffres souterrains qui auraient pu dégager des gaz étranges et donner naissance à d'étranges simulacres, il y avait deux personnages de pierre dont je sus immédiatement qu'ils ne pouvaient pas avoir été taillés par le ciseau d'Arthur Wheeler. Dans un fauteuil mal dégrossi devant le foyer, maintenu dans cette position par la lanière d'un long fouet de cuir vert, il y avait la forme d'un homme, pas soigné, âgé, avec une expression d'horreur insondable peinte sur sa vilaine figure pétrifiée.
À côté de lui, sur le sol, était étendue une femme, gracieuse, avec un visage très jeune d'une grande beauté, et qui semblait exprimer une satisfaction sardonique. Près de sa main droite tendue, il y avait un grand seau de fer blanc, sali à l'intérieur, comme par un dépôt noirâtre. Nous ne fîmes rien pour nous rapprocher de ces deux corps pétrifiés d'une manière inexplicable, et nous n'échangeâmes pas d'autres paroles que les conjectures les plus simples. Que ce couple de pierres ait été celui que formaient Dan le Fou et son épouse, nous ne pouvions guère en douter. Mais expliquer l'état dans lequel ils se trouvaient, c'était une toute autre affaire. En promenant autour de nous les regards horrifiés, nous comprîmes la soudaineté avec laquelle le dénouement de cette scène était intervenu. Malgré l'épaisse couche de poussière, la pièce avait été apparemment laissée en l'état où elle se trouvait à la suite de banales occupations ménagères. Le seul détail pouvant démentir cette interprétation se remarquait sur la table de la cuisine. Au milieu, bien dégagé comme pour attirer à coup sûr l'attention, se trouvait un cahier peu épais, fatigué, maintenu en place par un entonnoir en fer blanc de bonne dimension. Ben s'avança pour lire et vit aussitôt qu'il s'agissait d'une sorte d'agenda avec des notes datées, écrites d'une main maladroite et peu exercée. Les tout premiers mots fixèrent mon attention, et moins de 10 secondes plus tard, Ben, la respiration coupée, était en train de dévorer le texte, tandis que je suivais avec avidité par-dessus son épaule. Sans cesser de lire, nous sommes passés dans l'autre pièce, pour trouver une atmosphère un peu moins macabre. Bien des choses restées obscures devenaient à présent terriblement claires pour nous, et nous tremblions en proie à des émotions complexes. Voici ce que nous avons lu, et ce que le coroner a lu après nous. Le public a trouvé dans les journaux populaires une faible partie de l'horreur véritable que ce simple original représenta pour nous, tandis que, seul dans cette cabane vermoulue au milieu des collines sauvages, nous nous posions toutes sortes de questions, avec ces deux choses de pierre monstrueusement anormales se dissimulant dans le silence de mort de la pièce voisine. Lorsque nous eûmes terminé, Ben mit le cahier dans sa poche avec un geste exprimant quelque répulsion, et ses premiers mots furent « Partons d'ici ». Sans un mot, avec nervosité, nous avons regagné en chancelant le devant de la maison, ouvert la porte et entamé le long trajet menant au village. Dans les jours qui suivirent, il y eut bien des déclarations à faire, bien des réponses à donner aux questions qu'on nous posait. Je ne crois pas que nous puissions, ni Ben ni moi, nous débarrasser jamais des séquelles de cette expérience éprouvante. Pas plus que pour certaines autorités locales et quelques reporters de la ville qui se sont rassemblés dans le voisinage, bien qu'ils aient brûlé un certain livre et des papiers trouvés dans le grenier, détruit une quantité considérable de matériel dans la partie la plus profonde de cette sinistre caverne à flanc de colline. Mais voici le texte. 5 novembre. Mon nom est Daniel Morris. Dans la région, on m'appelle Dan le Fou parce que je crois à des pouvoirs auxquels personne ne croit plus de nos jours. Quand je monte à Thunder Hill pour célébrer la fête des renards, ils croient que je suis fou. Sauf les gens de l'arrière-pays, à qui je fais peur. Ils essaient de me retenir de sacrifier le bouc noir la veille de la Toussaint et m'empêchent toujours de célébrer le grand rite qui ouvrirait la barrière. Ils devraient mieux savoir, car ils n'ignorent pas que du côté de ma mère, je suis un Van Cauran. Et tout le monde sur cette rive de l'Hudson peut dire quelles traditions ont transmises les Van Cauran. Nous descendons de Nicholas Van Cauran, le sorcier pendu à Whitgard en 1587, et dont tout le monde sait qu'il a conclu un pacte avec l'homme noir. Quand ils ont brûlé sa maison, les soldats n'ont pu mettre la main sur son livre d'Eibon. Quand il se rendit à Rensselaerkrigg, et plus tard traversa le fleuve pour aller à Esopus, son petit-fils William Van Cauran l'emporta avec lui. Demandez à n'importe qui à Kingston ou Hurley ce que peuvent faire les descendants de William Van Cauran, et ceux qui se mettent sur leur chemin. Demandez-leur aussi si mon oncle Hendrik ne s'est pas arrangé pour conserver le livre d'Eibon quand ils l'ont chassé de la ville et qu'il a remonté le fleuve jusqu'ici, avec sa famille. J'écris ceci et je continuerai, parce que je veux que les gens sachent la vérité lorsque je ne serai plus là. Je crains aussi de devenir malheureusement fou si je ne consigne pas les choses noir sur blanc. Tout se ligue contre moi, et si cela continue, il faudra que j'utilise les secrets du livre et que j'invoque certaines puissances. Il y a 3 mois, ce sculpteur Arthur Wheeler est venu à Mountain Top. On me l'a envoyé parce que je suis le seul ici à tout savoir excepté l'agriculture, la chasse et l'exploitation des estivants. Ce type a paru intéressé par ce que j'avais à dire et a fait un arrangement pour descendre ici, moyennant $13 par semaine, nourriture comprise. Je lui ai donné la chambre de derrière à côté de la cuisine pour entreposer ses blocs de pierre et faire sa sculpture.
J'ai pris un arrangement avec Nate Williams pour qu'il l'aide à faire sauter le roc et pour qu'il hale les gros blocs jusqu'ici avec un traîneau et un attelage de bœufs. Cela se passait il y a 3 mois. À présent, je sais pourquoi ce maudit fils de l'enfer s'est installé aussi rapidement. Ce n'est pas du tout à cause de ma conversation, mais des charmes de Rose, mon épouse, la fille aînée de Osborne Chandler. Elle a 16 ans de moins que moi. Elle ne cesse de faire les yeux doux aux garçons de la ville. Mais nous avons toujours réussi à bien nous entendre jusqu'à l'arrivée de ce rat puant. Même si elle refusait de m'assister dans la célébration des rites de la Toussaint et de la Croix. Je vois à présent que Wheeler lui fait au sentiment. Il la rend si amoureuse de lui qu'elle ne me regarde presque plus. Je suppose qu'il essaiera de s'enfuir, tôt ou tard, avec elle. Mais il agit lentement, comme tous ces chiens bien polis mais rusés, et j'ai du temps pour réfléchir à ce que je dois faire. Ils ne se doutent ni l'un ni l'autre que je soupçonne quelque chose, mais bientôt ils comprendront tous les deux que cela ne paye pas de violer l'intimité de la maison d'un Van Kauran. Je leur promets beaucoup de nouveautés dans ce que je vais faire. 25 novembre, Thanksgiving Day. Le jour d'action de grâce. Voici une assez bonne plaisanterie. Quand j'aurai terminé ce que j'ai commencé, il y a quelqu'un à qui je devrai des remerciements. Il n'y a aucun doute, Wheeler est en train d'essayer de me prendre ma femme. Pour le moment toutefois, je vais le laisser dans son rôle de locataire. Descendu la semaine dernière le livre d'Eibon trouvé dans la vieille malle d'oncle Hendrik au grenier. Cherchez quelque chose de bien qui ne nécessite pas de sacrifice, que je ne peux pas célébrer ici. Je veux que cela liquide ces 2 traîtres sournois, mais en même temps ne me cause aucun ennui. S'il y a par la même occasion un soupçon de drame, cela n'en sera que mieux. J'ai pensé évoquer l'émanation de Yot, mais cela nécessite le sang d'un enfant et il faut que je prenne garde aux voisins. La pourriture verte paraît prometteuse, mais ce serait un peu désagréable pour moi aussi bien que pour eux. Il y a certains spectacles et certaines odeurs que je n'aime pas. 10 décembre. Eureka, j'ai fini par trouver. La vengeance est douce et ceci est la perfection. Wheeler le sculpteur, c'est trop merveilleux. Oui, c'est vrai, ce sale hypocrite va produire une statue qui se vendra plus vite que tout ce qu'il a pu sculpter ces dernières semaines. Un réaliste. Ces nouvelles statues n'en manqueront pas de réalisme. J'ai trouvé la formule dans une note manuscrite en face de la page 679 du livre. D'après l'écriture, j'estime qu'elle est de la main de mon arrière-grand-père Barre Picters Van Kauran, celui qui a disparu de New Platz en 1839. Iashubnigorat, la chèvre aux 1000 chevreaux. Pour tout dire, j'ai trouvé un moyen de changer ces ignobles rats en statues de pierre. C'est ridiculement simple, et cela s'apparente en réalité à la pure chimie plutôt qu'aux pouvoirs extérieurs. En m'assurant de la drogue qui convient, je peux préparer un breuvage qu'on fera passer pour du vin fait à la maison, et une bonne lampée devrait venir à bout d'un être ordinaire qui n'est pas un éléphant. Cela revient à une sorte de pétrification infiniment accélérée. Cela envoie dans tout l'organisme des sels de calcium et de barium qui remplacent les cellules vivantes par une substance minérale si rapidement que rien ne peut l'arrêter. Ce doit être l'une de ces choses que mon arrière-grand-père a eues au grand sabbat sur le pain de sucre dans les Catskills. Il se passait des choses étranges là-bas. Je crois avoir entendu parler d'un homme qui, à New Platz, Squire Hasbrook, avait en 1834 été métamorphosé en pierre ou quelque chose comme cela. C'était un ennemi des Van Kauran. La première chose que je dois faire, c'est de commander les 5 produits chimiques dont j'ai besoin à Albany et à Montréal. Ensuite, tout mon temps pour expérimenter. Lorsque tout est terminé, j'embarque toutes les statues et je les vends comme œuvres de Wheeler pour gagner ses notes en souffrance. Il a toujours été un réaliste et un égoïste. Ne serait-il pas naturel qu'il fasse un autoportrait en pierre et qu'il utilise ma femme comme modèle pour une seconde statue, comme il le fait en réalité depuis 15 jours? Je parie que le public sera trop abruti pour demander de quelle carrière est sortie cette pierre étrange. 25 décembre. Noël, paix sur la terre et ainsi de suite. Ces 2 cochons se font les yeux doux comme si je n'existais pas. Ils doivent me croire sourd, abruti et aveugle. Bon. Le sulfate de barium et le chlorure de sodium ont été livrés d'Albany jeudi dernier, et les acides, les catalyseurs et les instruments doivent arriver de Montréal d'un jour à l'autre. Les moulins des dieux et tout cela. Je ferai le travail dans la caverne d'Allen près du dépôt du bois,
Et en même temps, je ferai, au vu de tout le monde, du vin dans la cave d'ici. Faudra une excuse pour offrir une nouvelle boisson, et bien qu'il ne soit pas nécessaire de dresser trop de plans pour flouer ces benets à l'esprit dérangé. La difficulté, ce sera de faire boire du vin à Rose, parce qu'elle prétend ne pas l'aimer. Toutes les expériences sur les animaux, je les ferai en bas dans la caverne. Personne ne songe à y aller en hiver. De toute façon, pour justifier le temps que j'y passe, j'y couperai un peu de bois. Une ou deux petites charges rentrées le lanceront sur une fausse piste. 20 janvier. C'est un travail plus difficile que je ne pensais. Les proportions ont une grande importance. Les produits sont arrivés de Montréal, mais il m'a fallu passer une nouvelle commande pour pouvoir améliorer mes dosages et je fais venir une lampe à acétylène. En bas dans le village, il commence à se montrer curieux. J'aurais bien voulu que le bureau des colis express ne se trouve pas dans le magasin de Steenwick. J'essaie différents mélanges sur les moineaux qui viennent boire et se baigner dans la mare devant la caverne, quand elle n'est pas gelée. Quelquefois cela les tue, mais quelquefois aussi ils s'envolent. C'est clair, j'ai dû négliger une réaction importante. Je pense que Rose et ce parvenu vont tirer le maximum de mon absence, mais je peux me permettre de les laisser faire. Mon succès final ne fait aucun doute. 11 février. J'ai fini par y arriver. J'ai mis dans la mare, qui aujourd'hui est bien fondue, une nouvelle dose. Le premier oiseau qui a bu a culbuté comme si on lui avait tiré dessus. Je l'ai ramassé un instant après, il était devenu un véritable morceau de pierre, jusqu'à la moindre plume, la plus petite griffe. Aucun muscle n'a changé depuis le moment où il s'est posé pour boire. Il a donc dû mourir dès l'instant où le peu de drogue est arrivé à son estomac. Je ne m'attendais pas à une pétrification aussi rapide, mais l'expérience sur un moineau ne permet pas de se rendre compte du résultat qu'on obtiendrait sur un gros animal. Il me faut quelque chose de plus volumineux pour faire un essai, car il me faut la bonne concentration pour le moment où j'en donnerai à ces cochons. Je pense que Rex, le chien de Rose, fera l'affaire. Je l'emmènerai la prochaine fois et je raconterai qu'il a été pris par un loup gris. Elle tient beaucoup à lui, mais je ne serais pas fâché de lui donner une raison de larmoyer un peu avant la grande expiation. Je dois faire attention à l'endroit où je range mon cahier. Rose va quelquefois fureter dans les endroits les plus invraisemblables. 15 février. Ça brûle. Essayez sur Rex. Ça a marché admirablement avec une dose simplement double. J'ai préparé cela dans la mare et je l'ai fait boire. Il avait l'air de savoir que quelque chose d'étrange lui était arrivé car il s'est hérissé et il a grondé. Mais il était transformé en un morceau de pierre avant d'avoir pu tourner la tête. Il fallait une solution plus forte et pour un être humain, il la fallait plus forte encore. Je crois tenir le bon bout, et je suis pour ainsi dire prêt pour ce salaud de Wheeler. La drogue ne paraît pas avoir de goût, mais pour plus de sûreté, je la parfumerai avec le vin nouveau que je suis en train de faire à la maison. Je voudrais être absolument sûr de son absence de goût, de manière à pouvoir la donner à Rose dans de l'eau sans être obligé d'insister pour lui faire boire du vin. Je les prendrai séparément. Wheeler, ici et dehors, et Rose à la maison. Je viens de préparer une solution forte et j'ai débarrassé le devant de la caverne de tous les objets étranges. Rose a gémi comme un petit chien quand je lui ai dit qu'un loup avait emporté Rex, et Wheeler a fait entendre un gargouillis plein de compassion. 1er mars. Iaralier, gloire au seigneur Tsatogwa. J'ai fini par avoir ce rejeton de l'enfer. Je lui ai dit que j'avais trouvé une nouvelle veine de calcaire friable en bas de ce chemin et il m'a couru derrière comme un chien jaune qu'il est. J'avais sur la hanche une bouteille de drogue aromatisée au vin, et une fois arrivé ici, il a été content d'en boire une lampée. Il a tout avalé sans sourciller et il a été terrassé sur place avant que j'aie pu compter jusqu'à 3. Mais il sait que j'ai eu ma vengeance car je lui ai fait une figure à laquelle il n'a pas pu se tromper. Au moment où il basculait, j'ai vu une lueur de compréhension sur son visage. En 2 minutes, il était changé en pierre. Je l'ai tiré dans la caverne et j'ai remis Rex dehors. Ce chien au poil hérissé contribuera à tenir les gens à l'écart. Cela va être bientôt la saison des chasseurs de printemps, et de plus il y a ce sacré tubard du nom de Jackson, dans une cabane sur l'autre versant de la colline qui va fouiner partout dans la neige. Je ne voudrais pas qu'on découvre déjà mon laboratoire et mon magasin. En rentrant, j'ai dit à Rose que Wheeler avait trouvé au village un télégramme le rappelant d'urgence chez lui. Je ne sais pas si elle m'a cru ou non, mais c'est sans importance. Pour sauvegarder les apparences, j'ai fait un paquet des affaires de Wheeler et je les ai descendues en bas de la colline, en disant que j'allais les expédier. Je les ai jetés dans le puits asséché de la maison abandonnée de Rapelay. À présent, au tour de Rose.
Mardi 3 mars. Je n'ai pas pu faire boire de vin à Rose. J'espère que cette drogue est assez dépourvue de goût pour que, lorsque je l'aurai mélangée à de l'eau, Rose ne remarque rien. J'ai essayé d'en mettre dans du thé et du café, mais il se forme un précipité. Si je l'emploie dans de l'eau, il faudra que je diminue la dose et que je me fie à une action plus progressive. Monsieur et Madame Hook sont arrivés à l'improviste à midi et j'ai eu beaucoup de mal à éviter que la conversation ne vienne sur le départ de Wheeler. Il ne faut pas que le bruit court que nous avons parlé de son rappel à New York, quand tout le monde sait qu'il n'est arrivé aucun télégramme et qu'il n'est pas parti par le car. Rose a dans tout cela une attitude bien curieuse. Il va falloir que je me dispute avec elle et que je l'enferme au grenier. Le meilleur moyen, c'est d'essayer de lui faire boire ce vin drogué, et si elle marche, cela n'en sera que mieux. 7 mars. J'ai commencé avec Rose. Elle ne voulait pas boire de vin, si bien que j'ai pris un fouet et l'ai menée au grenier. Elle ne redescendra pas vivante. Je lui ai fait passer 2 fois par jour un plat de viande, du pain, tout cela très salé, et un seau d'eau légèrement additionné de drogue. La nourriture salée devrait la faire beaucoup boire, et l'effet ne peut plus se faire attendre longtemps. Je n'aime pas la façon dont elle pousse des cris au sujet de Wheeler lorsque je suis devant la porte. Le reste du temps, elle est complètement silencieuse. 9 mars. Comme cette drogue est longue à prendre possession de Rose, c'est joliment extraordinaire. Il faut que je la prépare plus concentrée. Elle n'en sentira probablement jamais le goût avec le sel que je lui fais absorber. Bon, si ça n'arrive pas à triompher d'elle, il y a d'autres moyens d'y parvenir. Et je voudrais tellement mener à bien cette combinaison de la statue. J'étais ce matin dans la caverne et tout est bien là-bas. J'entends quelquefois les pas de Rose au-dessus de ma tête à travers le plafond et j'ai l'impression qu'ils deviennent de plus en plus traînants. La drogue agit certainement, mais elle est trop lente, pas assez forte. Désormais, je vais rapidement augmenter la dose. 11 mars. C'est très étrange. Elle est encore vivante et elle bouge toujours. Mardi soir, je l'ai entendue qui tripotait une fenêtre. Je suis donc monté et je l'ai fouettée. Elle semble plus lugubre que terrifiée et ses yeux paraissent gonflés. Mais elle ne pourra jamais se laisser tomber sur le sol de cette hauteur, et il n'y a d'endroit par lequel elle puisse se faire descendre. Cette nuit, j'ai eu des rêves car son pas lent et traînant sur le plancher me porte sur les nerfs. Par moments, j'ai l'impression qu'elle s'attaque à la serrure de la porte. 15 mars. Toujours vivante malgré l'augmentation de la dose. Il y a quelque chose d'étrange. À présent, elle rampe et ne marche plus très souvent. Et le bruit de cette reptation est horrible. Elle secoue également les fenêtres et tripote la porte. Si cela continue, il faudra que je l'achève à coups de fouet. Je commence à avoir très sommeil. Je me demande si Rose n'était pas plus ou moins sur ses gardes. Mais elle doit boire la drogue. Cette somnolence est anormale. Je crois que la fatigue agit sur moi. J'ai sommeil. Ici, l'écriture en pâte de mouche tourne au gribouillage informe, puis laisse la place à des lettres plus fermes, plus féminines, trahissant une grande tension émotionnelle. 16 mars, 4 heures du matin. Ceci est ajouté par Rose C. Morris sur le point de mourir. Prévenez s'il vous plaît mon père, Osborne E. Chandler, route 2, Mountain Top, New York. Je viens de lire ce que cette bête sauvage a écrit. J'avais la certitude qu'il avait tué Arthur Wheeler, mais j'ignorais comment avant d'avoir lu ce terrible cahier. Je sais à présent à quoi j'ai échappé. J'avais remarqué le drôle de goût de l'eau, si bien qu'après avoir goûté la première gorgée, j'ai cessé d'en prendre. J'ai tout jeté par la fenêtre. Cette première gorgée m'a paralysé à moitié, mais je peux encore aller et venir. La soif était terrible, mais je mangeais le moins possible de nourriture salée, et j'ai pu me procurer un peu d'eau en installant quelques vieilles casseroles et assiettes qui se trouvaient ici, aux endroits où le toit avait des fuites. Il y a eu 2 grandes pluies. J'ai cru qu'il essayait de m'empoisonner, mais je ne savais pas à quoi ressemblait le poison. Ce qu'il a écrit à son sujet et au mien est un mensonge. Nous n'avons jamais été heureux ensemble, et je ne crois pas l'avoir épousé que parce qu'il m'avait envoûté comme il savait le faire. Je pense qu'il nous a hypnotisés, mon père et moi, car il a toujours été haï, craint et soupçonné d'avoir conclu des pactes maudits avec le diable. Mon père avait appelé une fois l'allié du diable, et il avait raison. Personne ne saura jamais les épreuves que j'ai connues en étant sa femme. Ce n'était pas de la simple cruauté commune, Dieu sait pourtant à quel point il était cruel, et il lui arrivait fréquemment de me battre avec un fouet de cuir. Cela avait plus loin
beaucoup plus loin que ne pourra jamais le comprendre quelqu'un vivant à notre époque. C'était une créature monstrueuse et il pratiquait toutes sortes de cérémonies infernales célébrées par la famille de sa mère. Il a essayé de me faire participer à la célébration des cérémonies et je n'ai même pas osé avoir un aperçu de ce qu'elles étaient. Je ne voulais pas si bien qu'il me battait. Ce serait blasphémé de dire ce qu'il essayait de me faire faire. Je peux affirmer qu'il était déjà un meurtrier à cette époque, car je sais le sacrifice qu'il a célébré une nuit à Thunderhill. Il était sûrement l'allié du diable. J'ai essayé 4 fois de m'enfuir, mais il m'a toujours reprise, et alors il me battait. Il faut ajouter qu'il exerçait sur mon esprit et même sur celui de mon père une sorte d'emprise. À propos d'Arthur Wheeler, il n'y a rien dont je puisse avoir honte. Nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre, mais en tout bien, tout honneur. J'ai été traité par lui avec bonté pour la première fois depuis que j'ai quitté mon père, et il voulait m'aider à sortir des griffes de ce démon. Il avait eu plusieurs conversations avec mon père, et il allait m'aider à partir pour l'Ouest après mon divorce. Nous nous serions mariés. Depuis que cette brute m'a enfermé au grenier, j'ai formé le projet de sortir et d'en finir avec lui. Je gardais toujours le poison pendant la nuit pour le cas où je pourrais m'échapper, le surprendre endormi et le lui faire prendre d'une façon ou d'une autre. Au début, il se réveillait facilement lorsque je travaillais sur la serrure de la porte ou examinais l'état des fenêtres, mais ensuite, il commença à être plus fatigué et à dormir plus profondément. Je pouvais toujours reconnaître à son ronflement s'il était endormi. Ce soir, il s'est endormi si vite que j'ai forcé la serrure sans le réveiller. J'ai eu énormément de peine à descendre l'escalier à cause de ma paralysie partielle, mais j'y suis parvenu. Je l'ai trouvé ici avec la lampe allumée, endormi devant la table près du cahier dans lequel il avait écrit. Dans le coin était appuyé le long fouet de cuir vert qu'il avait si souvent utilisé pour me battre. Je m'en servis pour le ligoter à sa chaise de sorte qu'il ne puisse plus bouger un muscle. Je lui liai le cou de manière à pouvoir, sans qu'il résiste, lui faire ingurgiter n'importe quoi. Il s'éveilla au moment où je terminais et je crois qu'il a vu ce qui l'attendait. Il hurla des choses effrayantes et essaya de déclamer des formules mystiques, mais je le bâillonnais au moyen d'un torchon pris sur l'évier. Puis je vis ce cahier dans lequel il avait écrit et je m'arrêtai pour le lire. Le choc fut terrible. J'ai failli m'évanouir 4 ou 5 fois. Mon esprit n'était pas préparé à des choses semblables. Ensuite j'ai parlé à ce démon pendant 2 ou 3 heures de suite. Je lui dis tout ce que j'aurais voulu pouvoir lui dire pendant mes longues années d'esclavage, et un tas d'autres choses ayant un rapport avec ce que je venais de lire dans cet horrible cahier. Quand j'ai eu terminé, il paraissait presque violet, et je crois qu'il délirait à moitié. Alors j'ai pris un entonnoir sur le buffet, et après lui avoir ôté son bâillon, je lui ai enfoncé dans la bouche. Il savait ce que j'allais faire, mais il ne pouvait pas m'en empêcher. J'avais apporté le seau d'eau empoisonnée, et sans éprouver l'ombre d'un remords, j'en ai versé une bonne moitié dans l'entonnoir. La dose devait être assez forte, car je vis presque aussitôt cette brute se raidir et prendre un aspect de pierre gris terne. Au bout de 10 minutes, je savais qu'il était transformé en pierre compacte. Je ne pouvais supporter l'idée de le toucher, mais lorsque je sortis l'entonnoir de sa bouche, il fit entendre un tintement horrible. J'aurais voulu pouvoir infliger à cet allié du diable une mort plus pénible, plus lente, et c'était certainement celle qui lui convenait le mieux. Il ne me reste plus grand-chose à dire. Je suis à demi paralysé et Arthur étant mort, je n'ai plus rien qui me retienne à la vie. Je vais terminer ce qui a été commencé en buvant le reste du poison après avoir mis le cahier dans un endroit où on ne manquera pas de le trouver. Dans un quart d'heure, je serai une statue de pierre. Mon seul souhait, c'est d'être enterré à côté de la statue qui fut Arthur lorsqu'on l'aura découverte dans la caverne où ce démon l'a laissé. Le pauvre Rex, si confiant, devra reposer à nos pieds. Je ne me soucie pas de ce qu'il adviendra du démon de pierre ligoté sur son fauteuil.